Comment humilier une fille? Pick me. Je rentrais seule à la maison après une réunion tardive quand j'ai entendu un homme siffler. Est-ce qu'une jolie petite chose comme toi aime ça par derrière? A-t-il crié. Heureusement, j'étais en appel vidéo FaceTime avec ma meilleure amie, Anaïs, donc je n'ai pas eu peur jusqu'à ce qu'il commence à me suivre. Anaïs, je vais courir à la pharmacie ouverte 24 heures sur la 3e rue. C'est là que je l'ai entendu. Un type qui flirtait avec elle à l'autre bout. Alors tu me dis que tu n'es jamais allée à MKOS? Jamais? Anaïs a ri. Mais j'ai toujours voulu y aller. L'homme derrière moi était peut-être à 6 mètres maintenant. Je pouvais presque sentir son odeur. Anaïs! Ai-je sifflé en me mettant à courir. Appelle le 911. Attends, m'a-t-elle dit. Puis elle s'est adressée à lui à nouveau. Je suis désolée, mon ami est juste paranoïaque à cause d'un type. J'ai coupé par une ruelle. Stupide, mais la pharmacie était juste là, de l'autre côté de la rue. L'homme m'a suivi, sa respiration devenant plus lourde. Reviens ici, je veux juste parler. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Les lumières de la pharmacie étaient allumées, mais les portes étaient fermées. Mon cœur s'est effondré. Anaïs, la pharmacie est fermée. J'ai besoin que tu appelles quelqu'un maintenant. Waouh, tu vas en Grèce chaque été, disait-elle. Ça doit être incroyable. J'ai essayé d'appeler le 911 moi-même pendant que je courais, mais mes doigts tremblaient en trop. Finalement, l'appel est passé, mais j'ai été immédiatement mise en attente. Votre temps d'attente est d'environ 12 minutes. 12 minutes? Je n'avais peut-être pas 12 secondes. Anaïs, ai-je crié dans le téléphone. Il a un couteau. Tu ne devrais pas aider ton ami? A dit le type du côté d'Anaïs. Elle semble avoir des problèmes. Oh mon Dieu, tu as tellement raison, a dit Anaïs soudainement animée. Je suis tellement désolée. C'est tellement attentionné de ta part de le remarquer. Laisse-moi juste. J'ai entendu un bruit sourd. Bonjour, 911. Mon ami est poursuivi par un homme avec un couteau sur la 3e rue, près du CVS. L'homme était à 3 mètres. J'ai attrapé le couvercle d'une poubelle, la seule chose que j'ai pu trouver. Il s'est jeté en avant. J'ai balancé le couvercle et l'ai frappé à la mâchoire, le faisant tituber en arrière. Mes jambes brûlaient, mais j'ai continué à courir. Vers un endroit où peut-être quelqu'un, n'importe qui, conduisait à 400 du matin. Ils envoient quelqu'un, a dit Anaïs gaiement. Puis, au type, tu as été si adorable de me le rappeler, je me laisse parfois distraire. Où sont-ils? Ai-je haleté, regardant derrière moi. L'homme s'était relevé et me suivait à nouveau, mais maintenant il boitait. Combien de temps? Elle veut savoir combien de temps, a répété Anaïs comme si elle commandait un café. Ah ah! Ils ont dit environ 8 minutes. Il y a un gros incendie en centre-ville. Puis, l'homme m'a attrapé par les cheveux par derrière, me tirant en arrière. Le téléphone a volé de ma main, glissant sur le trottoir. J'entendais la voix d'Anaïs. Alors, à propos de Menkos, est-ce que tu emmènerais quelqu'un avec toi? J'ai mordu la main de l'homme assez fort pour goûter au sang. Il a juré et m'a relâché. J'ai plongé pour mon téléphone, mes genoux éraflant le ciment. Sur l'écran, je pouvais voir Anaïs assise dans un bar, penchée vers ce type, jouant avec ses cheveux. Dis-leur que je suis au coin de la 3e et de Bryant, ai-je crié. L'homme m'a attrapé la cheville. Tu as entendu ça? A demandé le type au bar. Oh, elle ira bien. Anaïs a agité la main avec dédain. Elle devient anxieuse. Alors, dis-moi plus sur ton yacht. J'ai réussi à me glisser dans une laverie automatique ouverte 24 heures. L'homme était juste là, poussant la porte verrouillée. S'il vous plaît, ai-je supplié la femme. Appelez quelqu'un, n'importe qui. Elle a cherché à tâtons son téléphone, parlant un espagnol rapide à quelqu'un. L'homme a arrêté de pousser et a commencé à marcher à la recherche d'une autre entrée. Ils sont à 2 minutes, a dit Anaïs soudainement. La police, je veux dire. Oh wow, c'est une Rolex? 2 minutes? La porte arrière était déjà en train de se fendre. C'est une Patek Philippe, en fait, a dit le type. Tu as bon goût. La porte a cédé. L'homme est entré, son visage complètement calme maintenant, presque serein. J'ai reculé contre les machines à laver, attrapant une bouteille de Javel que quelqu'un avait laissée. Tu n'aurais pas dû courir autant, a-t-il dit avec un sourire. C'est là que nous l'avons tous les deux entendu. Des sirènes. Anaïs était toujours sur haut-parleur. Waouh, Patek Philippe.
C'est encore mieux qu'une Rolex, n'est-ce pas? L'homme s'est jeté en avant. Je lui ai jeté la javel au visage et j'ai couru, sortant de la laverie juste au moment où 2 voitures de police freinaient. Les policiers l'ont plaqué au sol alors qu'il sortait derrière moi, les yeux larmoyants à cause des produits chimiques. Le lendemain matin, je suis allée à l'appartement d'Anaïs. Elle a ouvert la porte dans le sweat à capuche Michigan du type, l'air confuse par ma visite matinale. J'ai failli mourir hier soir. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. La police est venue, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Tu veux la vérité? Ai-je demandé. Les hommes ne te remarquent pas parce que tu es spécial. Ils te remarquent parce que tu es facile à manipuler, parce que tu laisserais littéralement ta meilleure amie mourir pour leur attention. Et quand ils réalisent que tu n'as rien à l'intérieur à part du désespoir et une chatte bien utilisée, ils te quittent. Je ne m'en suis pas encore rendu compte, mais mes remarques avaient blessé Anaïs, et elle voulait les utiliser pour ruiner tout ce que j'avais. Ses yeux sont devenus froids et durs comme du verre, et pendant une seconde de plus, je suis restée là. Regardant son visage passer de la douleur à autre chose, quelque chose de pire. Elle a reculé et a saisi la porte à 2 mains et l'a claquée si fort que les murs ont tremblé et qu'un cadre photo est tombé du mur du couloir derrière moi. Je pouvais l'entendre à l'intérieur jeter des choses, du verre se briser, puis d'autres bruits d'écrasement. Mes jambes se sont senties faibles alors que je marchais dans le couloir jusqu'à l'ascenseur. Mes mains tremblaient tellement que j'ai manqué le bouton 2 fois avant de le presser. L'ascenseur a mis une éternité, et quand il est finalement arrivé, je me suis appuyée contre le mur à l'intérieur. Mon corps entier tremblait à cause de tout ce qui s'était passé au cours des 12 dernières heures. Dehors, sur le parking, ma voiture était à 3 rangées de là et j'ai marché lentement vers elle. Chaque pas semblant lourd. Je suis entrée et j'ai fermé la porte, et je suis restée là, agrippant le volant, mes jointures blanches. 10 minutes se sont écoulées avant que je me sente assez stable pour insérer la clé et commencer à conduire. Les rues étaient presque vides ce dimanche matin. Et j'ai conduit jusqu'à chez moi en pilotage automatique, prenant le même chemin que d'habitude. Dans mon immeuble, je me suis garée de travers et je n'ai pas pris la peine de m'ajuster. À l'intérieur de mon appartement, je suis allée directement au canapé et je me suis effondrée dessus, toujours avec ma veste et mes chaussures. Tout ce qui s'était passé la nuit dernière m'a frappée par vagues. L'homme me poursuivant, sa main agrippant mes cheveux, le goût du sang quand je l'ai mordu, lui jeter de la javel au visage, et à travers tout ça, Anaïs ne parlait que de la montre de ce type. Cela m'a retourné l'estomac de penser à la façon dont elle a continué à flirter pendant que je criais à l'aide. Les mots que je lui avais dits continuaient également à résonner dans ma tête. Des mots méchants, mais vrais. Mon corps se sentait lourd et épuisé, mais mon esprit était toujours en pleine accélération. Je me suis forcée à me lever et à aller à la cuisine, où j'ai trouvé des crackers, et me suis forcée à en manger 3, même si mon estomac se soulevait à l'idée de nourriture. Puis j'ai attrapé mes clés et je suis ressortie parce que j'avais besoin de faire le rapport de police pendant que tout était encore frais. Le poste de police était à 20 minutes et tout le long du trajet, mes mains n'arrêtaient pas de trembler sur le volant. À l'intérieur du poste de police, les lumières étaient ces horribles lumières blanches et vives qui vous font mal aux yeux et rendaient tout sévère. L'officier au comptoir m'a donné des formulaires à remplir et a indiqué des chaises en plastique. Ma main s'est crampée à force d'écrire chaque détail de ce qui s'était passé, où j'avais couru, à quoi ressemblait l'homme, sa taille, ce qu'il avait dit, tout ce dont je pouvais me souvenir. Après 40 minutes d'écriture, une femme en costume sombre est venue et s'est présentée. « Je suis la détective Donna Curry », a-t-elle dit, me serrant la main fermement. « Je prendrai votre dossier en charge à partir de maintenant. » Elle m'a emmenée dans une petite pièce avec une table et 2 chaises et s'est assise en face de moi avec un carnet. « Ces affaires peuvent prendre du temps. » a-t-elle dit, me regardant avec des yeux gentils mais sérieux. « S'il est attrapé, il pourrait sortir sous caution. » Elle m'a posé d'autres questions, repassant tout à nouveau, et je lui ai parlé de la laverie et de la femme qui avait appelé quelqu'un, du fait de lui avoir jeté la javel, d'Anaïs étant sur FaceTime tout le temps. Quand je suis finalement sortie du poste de police, c'était l'après-midi, et je suis rentrée chez moi en me sentant épuisée. De retour dans mon appartement, j'ai pris mon téléphone et mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout. Le journal d'appel de FaceTime montrait 47 minutes, commençant à 3h52 du matin. J'ai fait défiler l'Instagram d'Anaïs et j'ai trouvé ses publications de la nuit dernière au bar.
Une à 4h11 du matin la montrant, elle et ce type. Une autre à 4h23 du matin de leur boisson. Mes doigts bougeaient, sans réfléchir, enregistrant tout, l'organisant dans un dossier sur mon bureau. Les captures d'écran se sentaient comme la preuve que je n'étais pas folle, que cela s'était vraiment passé comme je m'en souvenais. Plus tard, alors que le soleil se couchait, j'ai pris mon téléphone pour envoyer un SMS à Anaïs, tapant un message sur le besoin d'espace et de limite après ce qui s'était passé. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai vu la notification remis apparaître, mais le reçu de lecture n'est pas venu. Cependant, 5 minutes plus tard, elle a publié une histoire Instagram d'elle prenant un café avec une fille que je ne connaissais pas. Toutes les deux riaient de quelque chose sur son téléphone. Elle avait sûrement vu mon message. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Chaque petit bruit me faisait sursauter. La portière d'une voiture dehors, des pas dans le couloir, la machine à glaçons de mon frigo. J'ai continué à vérifier les serrures de ma porte, à regarder par le judas, à m'assurer que les fenêtres étaient enfermées. Mon cœur s'emballait à chaque fois que j'entendais quelque chose. Quand le soleil s'est finalement levé, j'étais toujours éveillée, assise sur mon canapé avec un couteau de cuisine sur la table basse devant moi. Je me sentais stupide, mais aussi soulagée que la nuit soit finie. Le lundi matin, j'ai dû aller travailler, et cela semblait complètement irréel, comme si j'étais dans deux mondes différents à la fois. J'étais assise à mon bureau, essayant de me concentrer sur les emails, mais mon esprit revenait sans cesse au samedi soir. Liam Goldman, mon superviseur, est passé devant mon cubicule vers 10h. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé, et je pouvais dire qu'il remarquait que quelque chose n'allait pas. « J'ai juste eu un week-end difficile, » ai-je dit, ne voulant pas entrer dans les détails au travail. Il a hoché la tête et n'a pas insisté, mais je pouvais sentir qu'il me regardait le reste de la matinée. À l'heure du déjeuner, je me suis assise dans la salle de pause en vérifiant mon téléphone. Et là, Anaïs publiait des photos de brunch avec 3 autres filles. Toutes avec des mimosas, et elles portaient toujours ce stupide sweat à capuche Michigan du type du bar. Les photos n'étaient que sourires et soleil, comme si rien ne s'était passé du tout. Ma poitrine s'est serrée de rage en la voyant agir si normalement alors que je ne pouvais même pas dormir. Le mardi après-midi, mon téléphone a sonné pendant que j'essayais de travailler, et le nom de la détective Curie est apparu sur l'écran. Elle m'a dit qu'il récupérait des images de tous les magasins près de la laverie et m'a demandé si je pouvais venir voir des photos s'il trouvait quelqu'un correspondant à ma description. Mes mains ont transpiré rien qu'à l'idée de revoir son visage. Mais j'ai dit oui parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Cette nuit-là, j'ai à peine atteint mon lit avant que le cauchemar ne commence. Courir dans des rues vides sans personne qui répond quand je criais à l'aide. L'homme toujours juste derrière moi, peu importe la vitesse à laquelle je courais. Je me suis réveillée à 3h du matin, les draps trempés et mon cœur battant si fort que ça me faisait mal. Le mercredi matin, je me suis assise à mon ordinateur pour chercher des thérapeutes sur le site web de mon assurance, faisant défiler des noms et des photos jusqu'à ce que j'en trouve une appelée Nia Martin, qui avait de bonnes critiques pour les problèmes de traumatisme. La réceptionniste qui a répondu au téléphone a semblé très gentille, et quand elle a prononcé les mots « conseil en matière de traumatisme », ma voix a craqué et les larmes ont commencé à couler sur mon visage, même si j'essayais de les arrêter. Elle m'a réservé un rendez-vous pour le jeudi après-midi et j'ai raccroché en me sentant bizarre d'avoir pleuré avec une inconnue au téléphone. Plus tard dans la journée, j'ai vérifié Instagram pendant une pause aux toilettes et j'ai vu qu'Anaïs avait publié une de ses histoires de citations avec une police fantasy qui disait « Quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les ». Et en dessous, en texte plus petit, certaines personnes créent leur propre tempête. 3 amis communs différents m'ont envoyé des SMS en l'espace d'1 heure pour me demander si nous nous disputions et ce qui se passait entre nous. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce que, qu'étais-je censée dire? Le jeudi matin, alors que je préparais du café, mon téléphone a vibré avec une notification de message direct de Bryson Null, le type du bar avec la montre. Il a écrit « Eh, pas de rancune pour l'autre soir. Ton amie a l'air douce, j'espère que tu vas bien. » Comme si tout n'était qu'un petit malentendu. Le lire a rendu ma peau tendue et mauvaise, comme si des insectes marchaient sur moi. La détective Curie a rappelé cet après-midi-là pour me fixer un tapissage photographique pour le mardi suivant et m'a expliqué que même si je choisissais quelqu'un, cela pourrait ne pas suffire sans plus de preuves, car le témoignage oculaire n'est pas toujours fiable devant les tribunaux. La façon dont elle l'a dit a rendu tout inutile, comme pourquoi je me donnais tant de mal si rien ne devait aboutir de toute façon. Le rendez-vous chez la thérapeute du jeudi est arrivé plus vite que prévu,
et m'asseoir dans le bureau de Nia Martin a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Elle m'a fait raconter tout ce qui s'était passé, puis m'a montré une technique de respiration où l'on compte jusqu'à 4 en inspirant, retient sa respiration et compte jusqu'à 4 en expirant. Pour la première fois depuis samedi, j'ai senti que je ne devenais peut-être pas complètement folle, même si mes mains tremblaient toujours quand je suis sortie de son bureau. Le vendredi matin, un numéro inconnu a appelé pendant que je m'habillais. Et quand j'ai répondu, c'était un greffier du tribunal qui m'informait de la date de la mise en accusation s'ils attrapaient le type et mentionnait très nonchalamment qu'il sortirait probablement sous caution en un jour ou deux. L'idée qu'il puisse se promener librement m'a donné envie de tout emballer et de déménager dans un appartement différent ou peut-être une ville différente. Cet après-midi-là, vers 15 heures, j'essayais de me concentrer sur une feuille de calcul lorsqu'un email des ressources humaines est apparu avec l'objet concernant la plainte récente. Mon estomac s'est noué avant même de l'ouvrir parce que je savais ce qu'il dirait. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme disant que je diffusais de fausses histoires sur un événement traumatisant pour attirer l'attention et que je créais un environnement de travail hostile par mon comportement. La formulation ressemblait exactement à quelque chose qu'Anaïs écrirait. Tout formel et faux, préoccupé par juste assez de détails pour paraître crédible, mais pas assez pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai lu 3 fois avant de fermer mon ordinateur portable et de poser ma tête sur mon bureau. Mon téléphone a sonné à nouveau et j'ai failli ne pas répondre, mais c'était un numéro que j'ai reconnu de samedi soir. La femme de la laverie, Olive Lee, appelait pour dire qu'elle avait obtenu mon numéro du rapport de police et qu'elle voulait aider de toutes les manières possibles. Son anglais n'était pas très bon, et elle n'arrêtait pas d'alterner entre l'anglais et l'espagnol, mais la façon dont elle continuait à dire qu'elle avait tout vu et qu'elle voulait aider a fait que mes yeux se sont de nouveau embués. Elle a accepté de parler à la police en tant que témoin et m'a donné son adresse au cas où j'aurais besoin d'autre chose d'elle. Je l'ai remerciée probablement 10 fois avant de raccrocher et j'ai enregistré son numéro avec un cœur à côté de son nom. Cette nuit-là, vers 19h, ma sonnette a retenti et par le Judas, j'ai vu Anaïs se tenir là, tenant son téléphone à hauteur de poitrine. L'écran était clairement allumé et enregistré. Elle a sonné à nouveau et a crié qu'elle voulait juste parler et éclaircir les choses. J'ai attrapé mon propre téléphone et j'ai commencé à enregistrer avant d'ouvrir la porte, mais j'ai gardé la chaîne. Elle a immédiatement commencé à parler de combien elle était inquiète pour moi et à quel point j'avais l'air d'avoir une sorte de dépression nerveuse. Sa voix était fausse, douce et assez forte pour qu'elle soit clairement en train de jouer la comédie pour l'enregistrement. Je lui ai dit de partir et que je ne voulais aucun contact avec elle. Elle a continué à essayer de me faire dire quelque chose à propos de l'agression ou de ce que je lui avais dit ce matin-là. J'ai simplement répété qu'elle devait quitter ma propriété immédiatement ou j'appellerais la police. Elle est finalement partie après environ 5 minutes à essayer différents angles pour me faire réagir. Dès qu'elle est partie, je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai tapé tout ce qui venait de se passer. J'ai inclus les horodatage de mon enregistrement et j'ai décrit comment elle avait positionné son téléphone pour enregistrer notre interaction. J'ai joint le fichier vidéo aux emails de la détective Curie et du service des ressources humaines du travail. Écrire tout et organiser les preuves m'a fait me sentir moins impuissante face au jeu auquel Anaïs jouait. Le week-end est passé lentement. Je sursautais à chaque bruit et vérifiais mes serrures constamment. Le lundi matin est arrivé trop vite et j'ai dû faire face à la réunion des ressources humaines qu'ils avaient programmée concernant la plainte anonyme. Liam était là en tant que témoin, ce qui a un peu aidé même s'il avait l'air mal à l'aise tout le temps. La femme des RH a lu ses notes sur la façon dont quelqu'un avait signalé que je diffusais de fausses histoires sur un événement traumatisant pour obtenir la sympathie de mes collègues. Elle a dit qu'il devait enquêter sur toutes les plaintes, mais que j'avais le droit de donner ma version de l'histoire. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et j'ai commencé à placer des documents sur la table de conférence. Le journal des appels au 911 montrant que j'avais été mise en attente pendant 12 minutes était le premier. Ensuite, les captures d'écran des réseaux sociaux d'Anaïs de cette nuit-là, la montrant au bar pendant mon agression. Les coordonnées d'Olive sont venues ensuite avec sa déclaration selon laquelle elle avait tout vu à la laverie. Le numéro de dossier de la police et la carte de visite de la détective Curie ont complété la pile. Chaque morceau de papier était comme me mettre une armure contre les mensonges qui étaient diffusés à mon sujet. La femme des RH a pris des photos de tout et a dit qu'ils auraient besoin de temps pour examiner, mais que je pouvais retourner au travail pendant qu'ils enquêtaient. Cet après-midi-là, la détective Curie a appelé et a dit qu'elle voulait me rencontrer pour discuter de la planification de la sécurité. Au poste de police,
Elle m'a donné une liste de contrôles qui a rendu tout plus réel et plus gérable. Elle m'a dit de varier mes itinéraires pour aller et revenir du travail et de partager ma localisation avec quelqu'un de confiance à tout moment. La suggestion d'envisager une ordonnance de restriction m'était restée lourde sur l'estomac. Elle m'a également fortement conseillé de me tenir complètement éloignée des réseaux sociaux pendant que l'enquête était en cours. J'étais sur Instagram ce soir-là de toute façon quand j'ai vu la publication de Bryson sur les aimants à drames qui ruinaient les bonnes vibrations. Nos amis communs avaient ajouté des émojis de rire et des commentaires sur les chercheuses d'attention. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de commentaire, mais je me suis souvenu du conseil de Donna et j'ai fermé l'application à la place. Le lendemain matin, Olive a appelé pour dire qu'elle y avait réfléchi et qu'elle voulait fournir une déclaration écrite pour soutenir mon dossier. Elle a demandé si la police pouvait lui fournir un interprète pour son entretien formel, car elle craignait que son anglais ne soit pas assez clair pour les questions juridiques. Sa détermination à aider malgré la barrière de la langue a fait que mes yeux se sont embués de gratitude. Je lui ai donné le numéro direct de la détective Curie et je l'ai remerciée à nouveau d'être disposée à s'impliquer. Le rendez-vous chez la thérapeute du mercredi avec Nia m'a aidé à comprendre une partie de ce qui se passait dans ma tête. Elle m'a expliqué comment le déni de réalité, gaslighting, d'Anaïs, déclenchait mes vieux schémas de culpabilité à propos d'être trop dramatique ou d'avoir trop besoin. Nous avons pratiqué une technique d'ancrage, grounding, où l'on nomme 5 choses que l'on peut voir, 4 choses que l'on peut toucher et 3 choses que l'on peut entendre. Cela a aidé lorsque l'anxiété commençait à devenir incontrôlable quant à savoir si les gens me croiraient ou si j'exagérais. Elle a également souligné comment Anaïs m'avait entraînée pendant des années à douter de mes propres réactions. Pour le jeudi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait plus mal que prévu. La discussion de groupe pour le dîner d'anniversaire de Marcus la semaine prochaine était devenue silencieuse, mais j'ai ensuite vu dans l'histoire d'Anaïs qu'il le planifiait toujours. J'avais été discrètement retirée de la conversation pendant qu'elle organisait tout. L'isolement social a fait mal, mais cela m'a aussi rendue plus déterminée à me protéger de sa manipulation. Cette nuit-là, j'ai installé mon téléphone sur un trépied dans mon salon et j'ai commencé à enregistrer une vidéo détaillée de la chronologie pour les ressources humaines. J'ai passé en revue chaque chose qui s'était passée cette nuit-là, en commençant par le moment où j'avais quitté le bureau à 3h47 du matin. Parler la vérité à voix haute à la caméra m'a donné l'impression de retrouver un peu de pouvoir, même si personne ne la verrait à part les RH et peut-être des avocats. J'ai enregistré la vidéo à 3 endroits différents et je me suis envoyé une copie par email juste pour être sûre. Le mardi soir, je faisais la vaisselle quand j'ai entendu la poignée de ma porte s'agiter violemment. Tout mon corps est devenu froid et j'ai attrapé le plus grand couteau du tiroir. Le cliquetis est devenu plus fort et quelqu'un marmonnait devant ma porte. Je me suis faufilée avec le couteau levé et j'ai regardé par le judas. Ce n'était que mon voisin du 4B titubant ivre vers le mauvais appartement. Il s'est finalement éloigné en titubant vers sa vraie porte, mais mon cœur a continué à battre la chamade pendant une autre heure. Je suis allée à la quincaillerie tôt le mercredi matin et j'ai acheté un verrou supplémentaire ainsi qu'un de ces cale-portes en caoutchouc. Le type au comptoir m'a montré comment tout installer, et j'ai passé l'après-midi à percer des trous et à visser la nouvelle serrure. La détective Curie a appelé pendant que je nettoyais la sciure. Elle a dit que l'agresseur avait payé sa caution après avoir été arrêté pour un incident similaire il y a 2 semaines. Mon cœur s'est effondré en entendant qu'il était dehors, quelque part. Elle m'a fortement recommandé de demander immédiatement une ordonnance de protection temporaire et m'a donné l'adresse du palais de justice. Le jeudi matin, j'ai conduit jusqu'au palais de justice avec tous mes documents dans un dossier. Les formulaires étaient accablants avec des questions sur les adresses, l'emploi et les détails spécifiques de l'incident. Une greffière a remarqué que j'étais en larmes sur la paperasse et est venue m'aider. Elle m'a guidée à travers chaque section et m'a expliqué ce que le juge aurait besoin de voir. Nous avons passé 1 heure à tout remplir correctement. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message texte de notre amie commune, Sarah. Elle m'a envoyé une capture d'écran du message d'Anaïs lui demandant de me transmettre quelque chose. Le message disait « Tu as entendu parler de sa petite demande d'ordonnance de protection? Elle est si désespérée ?» Sarah a ajouté qu'Anaïs l'avait bloquée juste après qu'elle avait refusé de m'envoyer ma réponse. Le vendredi matin, Liam m'a prise à part au travail. L'air mal à l'aise. Il m'a averti en privé que les ressources humaines pourraient me mettre en congé administratif pendant leur enquête. L'idée de perdre mon salaire, en plus de tout le reste, m'a rendue étourdie. Il a dit que ce n'était pas définitif, mais que je devais me préparer à cette possibilité.
J'ai passé ma pause déjeuner à calculer combien de temps mes économies me dureraient sans revenu. Le lundi matin, je suis entrée aux ressources humaines avec mon paquet complet de preuves organisées en sections étiquetées. Nia avait pratiqué avec moi tout le week-end pour que je reste calme et que je défende mes intérêts. Mes mains sont restées fermes alors que je remettais l'épais dossier. J'ai demandé un calendrier précis pour leur processus d'examen et la responsable des RH l'a noté. Elle a dit qu'ils auraient besoin d'au moins 2 semaines pour tout examiner en profondeur. L'audience de l'ordonnance de protection était prévue pour le mercredi, mais rien ne s'est bien passé. Olive s'est présentée, prête à témoigner, mais son interprète n'est jamais arrivé à cause d'une erreur de planification. Le juge pouvait à peine comprendre son anglais hésitant alors qu'elle essayait d'expliquer ce qu'elle avait vu. Il n'a accordé qu'une ordonnance temporaire de 2 semaines et a dit que nous aurions besoin d'une autre audience avec la bonne traduction. J'ai eu envie de crier devant l'injustice, mais je suis restée silencieuse. Le samedi matin, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu des publications de ce qu'Anaïs appelait son « brunch de guérison » auquel tous nos amis ont assisté. Sur chaque photo, une personne que je connaissais était assise à ma place habituelle à côté d'elle. Elle avait son bras autour de différentes personnes sur chaque image où j'étais censée être. La douleur m'a frappée plus fort que prévu en voyant notre amitié complètement effacée. Le dimanche après-midi, Nia et moi nous sommes assises dans son bureau pour planifier une réunion stratégique avec Anaïs. Nous avons décidé d'un café public où je pourrais tout enregistrer pour ma protection. Nia m'a fait pratiquer à rester factuelle et calme, peu importe ce qu'Anaïs pourrait dire. Nous avons répété différents scénarios jusqu'à ce que je puisse répondre sans m'émouvoir. Le lundi à 15h, je suis arrivée au café bondé 10 minutes en avance et j'ai configuré mon téléphone pour enregistrer. Anaïs est entrée avec des lunettes de soleil de créateur alors que nous étions à l'intérieur. Elle s'est assise et a immédiatement commencé à parler fort de ma prétendue crise de santé mentale. D'autres clients se sont retournés pour regarder alors qu'elle soupirait de façon dramatique sur le fait d'essayer de m'aider à traverser mes délires. Je me suis attachée à des faits simples concernant l'agression et ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle n'arrêtait pas d'interrompre pour dire à tous ceux qui étaient à proximité à quel point elle était préoccupée par ma paranoïa. Quand j'ai mentionné l'appel vidéo FaceTime, elle a ri et a dit que j'imaginais des choses. Elle a affirmé qu'elle avait appelé le 911 immédiatement et que j'étais trop traumatisée pour m'en souvenir correctement. Toute la mise en scène a duré 20 minutes avant qu'elle ne parte précipitamment avec une fausse inquiétude. En 1 heure, elle avait posté sur les réseaux sociaux au sujet du soutien aux amis à travers les problèmes de santé mentale. Bryson a commenté avec des mains en prière et d'autres sont intervenus sur à quel point elle était attentionnée. La manipulation était si évidente que cela m'a presque fait rire, mais je savais que les gens la croyaient. La détective Curry a appelé le mardi matin pendant que je vérifiais mes emails. Et sa voix sonnait différemment, presque excitée. Elle m'a dit que les caméras de circulation près de la laverie avaient tout filmé, toute la poursuite et lui me suivant dans le bâtiment. La séquence était suffisamment claire pour correspondre à d'autres affaires sur lesquelles il travaillait. J'ai conduit au poste de police cet après-midi-là pour un tapissage photographique, et mes mains étaient fermes cette fois. 6 photos posées sur la table, et j'ai immédiatement pointé le numéro 4. C'était lui. Les mêmes yeux morts de la laverie. La détective Curry a hoché la tête et a pris une note, mais m'a averti que les identifications par un seul témoin sont contestées au tribunal tout le temps. Le mercredi, la décision des ressources humaines est arrivée et j'ai été appelée dans une salle de conférence avec 3 managers présents. Ils ont statué que la plainte d'Anaïs était sans fondement, mais m'ont offert un travail à distance à temps partiel et des conseils d'assistance aux employés en guise de compromis. Le temps partiel signifiait la moitié de mes revenus, mais j'ai accepté car perdre mon assurance maladie me détruirait financièrement. J'ai signé les papiers et je suis partie en me sentant soulagée et flouée. Le jeudi matin, Liam m'a transféré un email d'Anaïs avec un fichier audio joint de notre réunion au café. Elle l'avait monté pour me faire paraître dérangée, mais elle a oublié que les métadonnées montraient une manipulation évidente avec des horodatages et des coupures. Liam l'avait déjà envoyé aux ressources humaines comme preuve de harcèlement de sa part. J'ai tout imprimé et je l'ai ajouté à mon dossier de documentation grandissant. La détective Curry a rappelé le vendredi avec de meilleures nouvelles. Ils avaient en effet correspondre la séquence de la laverie avec 2 autres rapports d'agression de l'année dernière. Le même type, le même schéma. Le procureur a approuvé de nouvelles accusations, et cette fois, le juge a refusé la caution tout court. Savoir qu'il était enfermé m'a permis de dormir toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. J'ai remarqué le samedi que Bryson était resté silencieux sur les réseaux sociaux.
Tous ses commentaires de mains en prière sur les publications d'Anaïs ont été supprimés, et il n'aimait plus ses histoires. Même quelqu'un d'aussi superficiel que lui pouvait se rendre compte que quelque chose n'allait pas dans sa version des faits. L'audience de l'ordonnance de protection a été reportée au lundi, et cette fois, l'interprète d'Olive est bien apparue. Elle s'est assise à la barre des témoins et a tout décrit clairement. L'homme me poursuivant, la javel que je lui ai jetée en légitime défense, à quel point j'avais l'air effrayée quand je m'étais enfuie. Sa présence stable et son témoignage calme m'ont fait me sentir moins seule dans cette salle. Le juge a tout écouté et a examiné attentivement les rapports de police. Il a accordé une ordonnance de protection complète pour 2 ans avec des conditions strictes de non-contact. Avoir ce document légal entre mes mains était comme une armure que je pouvais enfin porter. Je suis sortie du palais de justice et je suis allée directement à un magasin d'articles de sport. J'ai acheté une alarme personnelle qui s'accroche à mon porte-clés. Je me suis inscrite à un budget mensuel de covoiturage pour ne plus jamais avoir à marcher seule la nuit et je me suis inscrite à un cours de self-défense qui commençait la semaine suivante. Chaque achat était comme récupérer un morceau de contrôle que l'agression m'avait volé. L'instructrice de self-défense était une femme menue qui a projeté un homme 2 fois plus grand qu'elle à travers le tapis lors de la démonstration. Elle nous a appris que se défendre n'est pas une question de force, mais de savoir où frapper et quand courir. Nous avons pratiqué comment briser les prises et créer de la distance pour s'échapper. Mon corps se souvenait de la terreur de cette nuit-là, mais maintenant j'apprenais à la canaliser en action au lieu de la paralysie. Le budget de covoiturage signifiait manger du ramen la plupart des jours. Mais ne pas avoir à s'inquiéter de rentrer à la maison en toute sécurité valait chaque centime. J'ai configuré des trajets automatiques pour chaque fois que j'étais dehors après la tombée de la nuit. Les chauffeurs pensaient probablement que j'étais paranoïaque de prendre des trajets d'à peine 3 pâtés de maison parfois. Mais leurs opinions ne m'importaient plus. Le travail était différent avec l'horaire à distance. L'énergie du bureau me manquait, mais ne pas avoir à voir certaines personnes qui avaient choisi le camp d'Anaïs était un soulagement. Liam me consultait chaque semaine et s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour faire mon travail à domicile. La conseillère d'assistance aux employés s'est également avérée utile, me donnant des stratégies pour gérer le stress lié au travail qui n'avait rien à voir avec Anaïs. Nia et moi avons travaillé sur les limites lors de nos séances. Pas seulement avec Anaïs, mais avec tous ceux qui avaient permis son comportement. Nous avons identifié des schémas où j'avais ignoré des signaux d'alarme parce que je voulais maintenir la paix. Elle m'a aidé à voir que les vrais amis ne vous obligent pas à choisir entre leur attention et votre sécurité. L'ordonnance de protection signifiait qu'Anaïs ne pouvait pas me contacter directement, mais elle a essayé d'utiliser des amis communs comme messagers. J'ai dû bloquer 3 personnes qui essayaient toujours de transmettre ces messages de réconciliation et de compréhension. Chaque blocage était comme couper un poids mort que je portais depuis trop longtemps. La détective Curry m'a tenue au courant de l'avancement du dossier pénal. Avec de multiples victimes et des preuves vidéo, le procureur était confiant quant à la condamnation. Le procès n'aurait pas lieu avant des mois, mais savoir que cela progressait m'a aidé à me concentrer sur la reconstruction au lieu de simplement la survie. Mon appartement est devenu mon sanctuaire avec de nouvelles serrures, une caméra sur la sonnette et des voisins qui prenaient vraiment soin les uns des autres. Le gérant de l'immeuble, ce monsieur âgé nommé Frank, a commencé à me surveiller après avoir entendu parler de l'agression. Il frappait 2 fois, attendait ma réponse, puis continuait son chemin, n'insistant pas pour les détails, mais me faisant savoir que quelqu'un se souciait de moi. L'alarme personnelle est restée accrochée à mes clés et je la testais chaque semaine pour m'assurer que la pile fonctionnait. Ce son perçant m'a donné confiance pour marcher jusqu'à ma voiture dans les parkings ou ramasser le courrier après la tombée de la nuit. Les petites choses qui étaient autrefois automatiques nécessitaient maintenant de la planification, mais au moins j'avais des outils pour les gérer. Nia a ouvert un document vierge sur son ordinateur portable lors de notre prochaine session et m'a aidé à rédiger un email qui ne pouvait être ni manipulé ni mal interprété. Nous avons passé 40 minutes à bien formuler chaque mot, en veillant à ce qu'il n'y ait que des faits et aucune émotion qu'Anaïs pourrait utiliser contre moi. L'email disait simplement que je devais n'avoir aucun contact à partir de maintenant, même par l'intermédiaire de tiers, et que toute tentative serait documentée. Nia m'a fait le lire à haute voix 3 fois pour m'assurer que je me sentais à l'aise avec chaque mot. Elle a enregistré plusieurs copies sur différentes clés USB et me l'a envoyé par email en guise de sauvegarde avant que je ne l'envoie. Le lundi soir est arrivé et je me suis assise à la table de la cuisine en regardant l'adresse email d'Anaïs dans le champ du destinataire. Mon doigt est resté figé sur le bouton d'envoi tandis que mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge.
Je me suis forcée à compter jusqu'à 3, j'ai appuyé sur Envoyer et j'ai immédiatement pris une capture d'écran de la confirmation d'envoi avec l'horodatage. En 2 heures, une amie commune m'a envoyé un message texte disant qu'Anaïs affirmait que je l'avais diffamée et qu'elle allait me poursuivre en justice pour calomnie. L'amie a dit qu'Anaïs avait des captures d'écran de preuves et parlait à des avocats au sujet des dommages à sa réputation. J'ai appelé la clinique juridique gratuite le lendemain matin et j'ai tout expliqué à une avocate bénévole qui semblait avoir une vingtaine d'années. Elle a examiné ma documentation et a ri, vraiment ri, en disant qu'il n'y avait rien de poursuivable dans le fait de déclarer des faits ou d'établir des limites. Lorsque l'amie commune a renvoyé un message texte avec d'autres menaces, l'avocate m'a aidé à rédiger une réponse qui a mis fin à cela immédiatement. Liam m'a appelé dans son bureau plus tard cette semaine-là avec un dossier rempli de paperasse sur la restructuration de mon poste. Il avait obtenu l'approbation pour me déplacer vers des projets back-end où je pourrais travailler avec des horaires flexibles et n'aurais pas à interagir avec les personnes qui s'étaient rangées du côté d'Anaïs. Le nouveau poste signifiait que je pouvais travailler à domicile 3 jours par semaine et arriver tôt ou tard les 2 autres jours pour éviter la foule du bureau principal. Il m'a guidée à travers les nouvelles responsabilités, qui correspondaient en fait mieux à mes compétences, et s'est assuré que je comprenne que ce n'était pas une rétrogradation. Le salaire est resté le même, et je rendrai compte directement à lui au lieu de passer par le chef d'équipe qui faisait des commentaires passifs-agressifs. Ce week-end-là, je me suis retrouvée devant l'immeuble d'Anaïs, tenant un sac en papier avec le sweat à capuche Michigan plié à l'intérieur. Je l'avais lavé 2 fois en essayant d'enlever l'odeur de cette nuit-là, mais cela me retournait toujours l'estomac de le regarder. Le portier m'a reconnu et a commencé à appeler son appartement. Mais je l'ai arrêté et je lui ai simplement demandé de laisser le sac à sa porte. À l'intérieur, j'ai mis une note qui disait juste « Ceci t'appartient » sur un morceau de papier uni. Aucune signature n'était nécessaire. M'éloigner de cet immeuble en sachant que je n'aurais plus jamais à y retourner a été comme lâcher un poids de 22 kilos que je portais. La détective Curie a appelé le lendemain pour me faire le point sur le calendrier de l'affaire et a expliqué que le procès ne commencerait pas avant au moins 6 mois. Elle a dit qu'ils avaient maintenant 3 autres victimes qui avaient identifié le même homme, et le procureur était confiant quant à la condamnation. Elle m'a donné sa ligne directe et m'a dit d'appeler immédiatement si je me sentais en danger ou si quelqu'un lié à l'affaire essayait de me contacter. La détective a également mentionné qu'avec de multiples victimes et des preuves solides, il n'obtiendrait probablement pas de caution cette fois-ci s'il essayait de faire appel. Le jeudi soir, une collègue de la comptabilité m'a demandé si je voulais aller dîner dans un nouveau restaurant thaïlandais en centre-ville. Nous avons passé 3 heures à parler de ces histoires de rencontres désastreuses et d'une émission de télé-réalité que nous regardions toutes les deux religieusement. Pas une seule fois elle n'a mentionné Anaïs, ni l'agression, ni rien du drame au travail. Elle m'a simplement traitée comme une personne normale ayant un dîner normal. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé que j'avais en fait oublié tout cela pendant ces 3 heures. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois. Pas de cauchemar, pas de vérification des serrures, juste un vrai repos. 8 semaines se sont écoulées et je me suis retrouvée assise dans mon appartement, me sentant vraiment bien pour la première fois depuis l'agression. L'ordonnance de protection était solide, et Anaïs n'avait rien tenté depuis que la menace légale s'était effondrée. Le travail s'était stabilisé dans une routine où je me sentais productive et soutenue sans le stress quotidien de naviguer dans la politique de bureau. Nia et moi avions réduit les séances à 1 fois toutes les 2 semaines, car je gérais mieux les choses par moi-même. J'ai appris par hasard qu'Anaïs avait perdu plus d'amis après qu'ils aient vu ses schémas, et apparemment, elle avait commencé une thérapie elle-même. Mon dossier de preuves était toujours sauvegardé à 3 endroits, mais je l'ouvrais rarement maintenant. La plupart du temps, je ne pensais plus à elle du tout. J'étais trop occupée à reconstruire ma vie avec des gens qui se souciaient vraiment de ma sécurité. Alors, oui, c'est à peu près tout. Merci d'être resté. Honnêtement, j'ai l'impression de rattraper le temps perdu avec un ami quand je fais ça. Rien de fantaisiste, juste nous qui passons du temps ensemble. Reviens la prochaine fois si le cœur t'en dit.